Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être fidèle à la télévision togolaise à l'heure du journal. Donc voici les principales articulations. Réduire significativement la précarité des populations de Diaglé et de ses environs par l'aménagement hydro-agricole de plus de 300 hectares de terre et la construction d'infrastructures communautaires. C'est la mission du PDRD, projet de développement rural de la plaine de Diaglé, projet lancé officiellement ce jeudi par le président de la République. Et hier, aux côtés de ces pairs de la sous-région, le chef de l'État, président en exercice de la CEDEAO, ensemble, ils ont réexaminé la feuille de route pour la mise en place d'une monnaie unique. Un projet qui renforcera la vision première des pères fondateurs de la communauté, l'intégration sous-régionale. Et puis la haute autorité contre la corruption affûte ses armes pour une gouvernance des fonds publics, une meilleure gouvernance. Les acteurs impliqués se sont retrouvés ce jeudi pour penser à la création d'organes de contrôle. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir. Ambiance des grands jours ce jeudi à Diaglé dans le Zior. Et pour cause, le chef de l'État, Forest Dimna Nyazingbe, y est allé lancer les travaux du projet de développement rural de la plaine de Diaglé. Un projet de culture de riz pour booster la production nationale et lutter ainsi contre l'insécurité alimentaire. Et comme on s'en doute, les populations ont réservé un accueil chaleureux au président de la République ce matin. D'abord, les images de l'arrivée du chef de l'État à Diaglé. C'était ce matin.
gouvernement togolais est toujours dans la dynamique de sa lutte contre l'insécurité alimentaire. Après le projet d'aménagement et de réhabilitation des terres agricoles de Mission Tové, celui de la basse vallée du Mono et le projet d'hydraulique villageoise dans les régions maritimes et des plateaux, le président de la République vient ainsi de lancer un nouveau projet, le PDRD, projet de développement rural de la plaine de Djaglé. 340 hectares de terre vont être aménagements pour la culture du riz essentiellement. Le chef de l'État a donné le premier coup de pioche symbolique pour le démarrage des travaux. Le compte rendu avec Edem Sousoupan. Du programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire PNIASA, en passant par le programme d'investissement agricole deuxième génération PNIASA, le Togo démontre sa capacité de résilience à l'insécurité alimentaire. Atteindre l'autosuffisance alimentaire à tout prix et si besoin constituer une réserve en Afrique de l'Ouest, l'ambition de plus haute autorité du pays se concrétise. Le président de la République, Faure Sozimnania Singbe, vient de démontrer une fois de plus à Djaglé dans le Zio son engagement à réduire significativement la pauvreté. Ici, le chef de l'État a lancé les travaux du projet de développement rural de la plaine de Djaglé. 340 hectares destinés à l'aménagement hydroagricole et la construction d'infrastructures communautaires. Ce projet financé à hauteur de 9 milliards 600 millions de francs CFA par la BADEA, la BID et l'État togolais est structuré en 4 volets. La composante 1, c'est l'aménagement hydroagricole. Ça consiste à faire venir l'eau du fleuve Zior après dragage, à construire une retenue tampon et à emmener l'eau dans la plaine sur 340 hectares. On va construire des rizières. Comme nous sommes dans une zone habitée, il y aura des digues pistes de protection des habitations pour éviter que les habitations ne soient inondées. La deuxième composante, c'est les pistes de désenclavement. Il est prévu de construire et réhabiliter 25 km de pistes rurales. La troisième composante, c'est les infrastructures socio-collectives. Il y a la construction d'un CMS à Djaglé, la réhabilitation d'une USP à Lébé, la construction de 4 bâtiments à 3 salles et de 2 bâtiments à 4 salles. La construction de 6 blocs éco-100 pour l'assainissement du milieu. Le volet 4, c'est la pisciculture. On va construire 8 ans piscicoles pour élever les poissons, les tilapias et autres. Et il y aura des abreuvoirs pour que les bêtes puissent boire de l'eau dans la zone. Le projet va significativement réduire la pauvreté dans les cantons de Djaglé et d'Abobo. Au total, 9 villages en seront bénéficiaires. Du haut de cette tribune, ils tiennent à témoigner leur gratitude au chef de l'État qui a permis que cet espace, longtemps inexploité, soit désormais un cadre de développement socio-économique de la localité. C'est l'occasion pour nous, population de cette riche et bénie vallée, de rendre grâce à Dieu et de dire avec déférence un sincère et grand merci à vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour tout ce que vous faites pour le développement des communautés rurales en général et de la plaine de Djaglé en particulier. Excellence, Monsieur le Président de la République, situé sur la rive gauche du fleuve Zior, dans le sens où coulent les eaux, la plaine de Djaglé est marécageuse par endroits, inondée pendant la saison des pluies par des rats morts du fleuve Zior, mais très faiblement exploitée en saison sèche pour le maraîchage après le retrait des eaux. Le projet
réaliser davantage les énormes potentialités que regorge cette vaste plaine. Le Togo lutte à travers ce projet contre la dépendance en riz d'une part et améliorer d'autre part les conditions de vie et de travail des populations rurales de la zone de Djagblé, avec un accent particulier sur la maîtrise de l'eau. Le projet de développement rural de la plaine de Djagblé, dont la cérémonie de lancement nous réunit en ce jour, vise à mettre en place dans le canton de Djagblé et de ses environs les infrastructures socio-économiques de base qui promeuvent la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, la lutte contre la pauvreté, l'amélioration du cadre de vie des populations, la création de nouveaux emplois et la création de richesses. Le projet de développement de la plaine de Djagblé permettra, entre autres, de réaliser une production de 5 tonnes de riz par hectare, soit 3 tonnes de riz blanc, de stimuler la consommation du riz local, de contribuer à réduire le déficit de la balance commerciale agricole, notamment en importation de riz, d'augmenter la production des cultures maraîchères et piscicoles, de créer 724 emplois directs et 3400 emplois indirects, de réduire enfin le taux de pauvreté dans le milieu de 67% à 40%. Chères populations, je vous invite expressément à cultiver les valeurs citoyennes pour un heureux aboutissement du projet dans la zone de Djagblé. La violence et la destruction des biens publics ne font que freiner le développement de notre pays. C'est pourquoi je voudrais exhorter la population de Djagblé et de ses environs à toujours maintenir le climat de paix et de développer davantage la culture du vivre ensemble, facteur essentiel d'une croissance économique durable. Le projet de développement de la plaine de Djagblé, qui est un projet intégré, va à terme permettre de réaliser une production de 5 tonnes de riz par hectare et de mettre sur les marchés de consommation 2040 tonnes de riz décortiquées par an. Les revenus des producteurs pourraient atteindre 816 millions de francs CFA par an. Le projet de développement rural de la plaine de Djagblé a donc pour ambition d'améliorer les conditions de vie des riverains à travers la mise en place des infrastructures hydro-agricoles. Il est axé essentiellement sur la maîtrise de l'eau et la culture du riz, mise en œuvre dans la plaine de Zior. C'est un des grands chantiers et actions du gouvernement destiné à booster la production agricole au Togo et assurer ainsi la sécurité alimentaire. Quel est alors son impact sur les populations bénéficiaires? Augustin Kossi nous répond. Voici la plaine de Djagblé, à 17 km de la ville de Lomé. Un espace qui constitue désormais un espoir pour les riverains en termes d'aménagement hydro-agricole. Plus de 340 hectares de cette plaine de Zior vont être exploités et mis en valeur au profit des producteurs. Le projet a pour vocation de diversifier les cultures vivrières et maraîchères en mettant un accent sur la culture du riz. Nous avons les travaux d'aménagement hydro-agricole de 340 hectares pour la production risicole et d'aménagement de bassins piscicoles. Nous avons les travaux de construction d'infrastructures collectives. Là-dedans, nous avons les bâtiments scolaires et les unités de soins périphériques. Nous avons les travaux de réalisation de mini-adduction d'eau. Et enfin, nous avons les travaux de construction de pistes de désenclavement. Nous avons beaucoup d'eau, nous avons des terres
Donc les études ont montré qu'on peut mettre en valeur tout ce qui est plaine alluviale, vallée et bas-fond pour pouvoir donc résoudre ce problème, disons, d'importation en sécurisant bien sûr le domaine, disons, agricole. Déjà dans la zone, il y aura cet aménagement qui permettra de sortir chaque année plus de 2000 tonnes de riz blanc à mettre sur le marché. Ça représentera un impact significatif, ça fait 2000 tonnes de riz blanc, ça fait au moins 3500 tonnes de riz paddy. Le premier impact, c'est que ça va créer de l'emploi pour ces producteurs-là. Donc c'est de l'emploi. Le deuxième impact, ça va créer des revenus nouveaux. Actuellement, les agriculteurs de cette zone pratiquent d'autres cultures. Avec le riz, ils vont augmenter leur source de revenus. Au-delà de ça, au niveau global, ça va contribuer à l'inversion de la balance commerciale. L'offre locale va augmenter d'au moins 2040 tonnes tous les ans, ce qui réduira d'autant les quantités de riz que le Togo avait l'habitude d'importer. Le projet de développement rural de la plaine de Djagblé est donc conçu pour combattre la pauvreté dans les cantons de Djagblé et d'Abobo dans la préfecture de Zio. Bénéficiaires et producteurs expriment déjà leur satisfaction quant à l'avenir du projet. Ils se sont engagés à exploiter cette opportunité en vue de tirer pleinement profit du potentiel foncier dont ils disposent. Ça va changer la vie de nos populations. Parce que bon, la terre maintenant n'est plus, elle sera praticable tout le temps. Toute l'année, on peut faire 3 productions durant l'année. Maintenant, il faut que la direction du projet veut irriguer la surface pour les populations. Je crois que le problème de chômage, de malnutrition, tout ça là, ça va partir. Nous remercions le gouvernement pour cette opportunité qu'il nous a offerte. Et au président de la République, nous disons merci pour tous les efforts qu'il déploie en notre faveur. Au début, nous n'avons pas compris le projet, mais lorsque nous sommes partis voir l'expérience de Michel Tové, c'est une bonne chose. Espoir partagé par beaucoup, puisque le projet prévoit aussi la maîtrise de l'eau, l'aménagement des infrastructures hydrauliques et bien d'autres ouvrages connexes pour le mieux-être des populations. En clair, la zone du projet sera désenclavée, la pisciculture et l'élevage promus, les conditions de vie ainsi que les revenus des populations rurales de la plaine de Zior sensiblement améliorés. Hier, nous vous l'annoncions, le chef de l'État fort et Sazimna Nyazingbe a pris part à Accra au Ghana à la 5e réunion de la Task Force présidentielle sur le programme de la monnaie unique de la CEDEAO. Aux côtés de ses pairs du Niger, de la Côte d'Ivoire et du Ghana, le chef de l'État, en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO, a participé aux travaux de cette force opérationnelle de l'institution. Mandaté par la CEDEAO, il se retrouve ainsi périodiquement pour examiner la feuille de route de la mise en œuvre du programme du projet d'une monnaie unique dans l'espace sous-régional. Le résumé de la réunion avec Arnaud Kidéo. Les chefs d'État ivoiriens Alassane Ouattara, Ghanéen Nana Akufo-Addo, Nigérien Mamadou Issoufou et Togolais Faure et Sozona Nyasingbe, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, ont pris part à la 5e réunion de la Task Force présidentielle à Accra pour se pencher sur les moyens à mettre en œuvre pour accélérer le processus de création de la monnaie unique CEDEAO.
Il s'agit pour les chefs d'État mandatés par la CEDEAO d'adopter une nouvelle feuille de route après le travail des experts tenus en janvier à Abuja au Nigeria. S'inscrivant dans la vision des chefs d'État de la CEDEAO, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a salué la présence de ses pairs et souligné la nécessité de parvenir à la création de la monnaie unique pour l'espace communautaire. Pour le président ghanéen, la CEDEAO a d'énormes potentialités et d'opportunités pour avoir sa monnaie unique et s'imposer au marché mondial. Le rôle de la task force présidentielle est d'accompagner et d'éclairer les décideurs sur le processus d'intégration monétaire. À cet effet, Nana Akufo-Addo a réaffirmé l'engagement des chefs d'État de voir le projet se concrétiser à échéance en 2020. Pour le président nigérien Mahamadou Issoufou, la task force a enregistré des avancées significatives malgré les contraintes politiques, économiques et sécuritaires que traverse la sous-région. Le président Mahamadou Issoufou reste convaincu que grâce à la détermination des chefs d'État et des institutions monétaires de l'espace, on pourra doter la CEDEAO de sa monnaie unique d'ici à 2020. Après la cérémonie d'ouverture, les chefs d'État se sont retrouvés à huis clos pour valider la nouvelle feuille de route élaborée par les experts en vue de proposer des orientations nécessaires pour sa mise en œuvre. Elomé a abrité les travaux de la 18e session extraordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO. Les travaux de cette session ont pris fin hier soir. Ils ont consisté en la sélection des candidats aux différents postes statutaires de l'institution. Et le Togo s'en est sorti avec 2 postes. Sandra Ziagbe, Chazenambaga pour le compte. Ils étaient au total 51 candidats venus des 15 pays de la CEDEAO à postuler pour les 17 postes statutaires de l'organisation régionale. À l'issue d'un processus rigoureux de sélection, 17 ont été retenus à raison de 14 commissaires, 2 directeurs généraux et un auditeur général. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu une réunion ministérielle à Lomé qui a procédé au partage des postes et il fallait, n'est-ce pas, pourvoir à ces postes. Les pays membres ont donc envoyé des candidatures. Les candidats sont venus à Lomé, ils ont répondu aux questions, ils ont rivalisé de compétences et les meilleurs ont gagné. La vice-présidence de la commission de la CEDEAO est allée à Madame Finda Kourouma de la Sierra Leone. Le Togo, qui assure la présidence en exercice de la CEDEAO, a décroché 2 postes importants. Il s'agit du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent JABA que va diriger Mohamed Nourdine Assindo et le département commerce, douane et libre circulation qui sera sous la responsabilité de Tei Konzi. L'ensemble des résultats a été soumis à l'approbation de cette 18e session extraordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO, présidé par le ministre togolais des Affaires étrangères, le professeur Robert Doucet. Des recommandations ont été également formulées. Les États membres doivent veiller à ce que les femmes soient mieux représentées sur la liste des candidats à soumettre. Avant de soumettre leur liste, les États membres doivent veiller à ce que le profil des candidats corresponde aux conditions requises pour le poste. À l'issue des délibérations, le Conseil a invité le président de la Commission à s'assurer que les nouveaux commissaires et fonctionnaires statutaires puissent entrer en fonction le 1er mars 2018. Une motion de remerciement a été formulée à l'endroit du chef de l'État, Fort Essozena Nyazingbe, du gouvernement et de l'ensemble du peuple togolais pour l'hospitalité et les facilités dont ont bénéficié les ministres pour le bon déroulement des travaux. Avec cette sélection, la commission de la CEDEAO est désormais au complet.
Le nouveau président de cette institution, l'ivoirien Jean-Claude Brou, prendra ses fonctions le 1er mars prochain. Autre actualité, les élus du peuple sont conviés à une session de formation sur la présentation et la validation du guide méthodologique du débat d'orientation budgétaire. Un document qui, une fois validé, devra permettre aux parlementaires togolais de mieux cerner et débattre des questions relatives au budget, et ceci pour une meilleure gouvernance des fonds publics. Serge Tastom, Nathalie Panégué. Députés, représentants de la Cour des comptes et ceux du ministère de l'économie et des finances réfléchissent sur les modalités pratiques de l'organisation du débat d'orientation budgétaire DOB afin d'adopter un guide méthodologique. Un instrument composé du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel DPBEP et du document de programmation pluriannuelle des dépenses DPPD. Le guide en tant que tel va faire une présentation du cadre juridique communautaire et national sur les finances publiques, le contenu du DPBEP, le contenu des DPPD et quelles sont les techniques pour pouvoir analyser les DPBEP et les DPPD que le gouvernement transmet à l'Assemblée nationale. Ensuite, nous avons fait des propositions, nous avons fait des recommandations pour que l'Assemblée nationale puisse avoir ces documents-là et être mieux outillée avec ces documents. Il y a aussi des propositions faites pour le gouvernement dans le cadre de l'élaboration de ces documents-là, notamment à travers un calendrier budgétaire qu'il doit élaborer à temps. Une fois ce guide validé par les parlementaires, le Togo pourra organiser son premier débat d'organisation budgétaire. À l'heure où les pays de l'Afrique subsaharienne subissent les impacts négatifs du ralentissement de l'économie mondiale, aggravé par le phénomène endémique de la corruption, le choix des politiques économiques visant à promouvoir la transparence et la bonne gouvernance financière s'impose à tous les États. Dans cette logique, le gouvernement togolais s'est engagé dans un vaste programme de réformes dans tous les domaines, notamment celui des finances publiques. Aussi, n'a-t-il pas hésité à accompagner l'adoption en 2009 d'un nouveau cadre harmonisé de finances publiques au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La directive numéro 06/2009/CM/UEMOA portant loi de finances au sein de l'UEMOA, transposée dans l'arsenal juridique togolais à travers la loi organique numéro 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances, introduit plusieurs innovations dont le débat d'orientation budgétaire qui retiendra notre attention tout au long de cet atelier. Au nom de l'Assemblée nationale togolaise, la troisième vice-présidente Patricia Dagban-Zonviré a remercié la représentation de l'Union européenne au Togo pour son appui aux institutions togolaises, surtout à l'hémicycle, dans la promotion d'un développement économique inclusif durable. Un appui évalué à 12 milliards de francs CFA en 2017, qui sera de 13 milliards de francs CFA en 2018. Une meilleure gouvernance des fonds publics, telle est la mission également de la Haute Autorité de prévention et de lutte
lutte contre la corruption et infractions assimilées. Pour une lutte efficace, les acteurs impliqués se sont réunis ce matin pour la création d'organes de contrôle. Les précisions avec Rufine Komaklo et Carmen Nadji Akakou. Conscient qu'une justice égale et équitable pour tous est cruciale pour la stabilité et la croissance du Togo, le gouvernement a créé en juillet 2015 la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption APLUCIA. À cette rencontre avec les acteurs impliqués dans la lutte contre la corruption, il est question de préparer la mise en place d'une coordination des organes devant mener des actions concrètes pour l'éradication de la corruption au Togo. En se référant au paramètre mondial Transparence internationale qui note les États, le classement 2017 est sorti hier. Nous constatons que depuis 2015, nous nous trouvons au milieu, nous nous sommes mis à la tête où il y a les pays les moins corrompus, ni à la queue où on trouve les pays les plus corrompus. Nous, il y a la corruption chez nous, que nous puissions lutter pour atteindre la moyenne, pour que nous puissions nous retrouver autour de 70-80, où se trouvent les pays qu'on estime qu'ils sont moins corrompus. La haute autorité est désormais opérationnelle et déjà des voix s'élèvent pour appeler à des actions concertées afin de contribuer à instaurer la bonne gouvernance au Togo et ainsi lutter efficacement contre la corruption. L'assainissement de l'économie passe par la lutte contre la corruption. Et au niveau de l'État togolais, nous avons constaté depuis un certain temps la mise en place des textes juridiques qui doivent encadrer ce fléau. Et après le cadre juridique mis en place, nous avons vu l'organisation, les organes qui doivent agir pour la lutte contre la corruption. Et pour arriver à ces actions concrètes, il faut que tous les acteurs, toutes les initiatives qui sont prises de part et d'autre puissent se mettre en synergie. Et donc la mise en place de cette plateforme permettra à ce que cette synergie soit mise en branle de façon à ce que les actions soient coordonnées afin qu'on puisse mieux cerner le problème de corruption au Togo. Cette rencontre qui a reçu le soutien du programme d'appui au secteur de la justice et de l'Union européenne ouvre donc la voie à la haute autorité de créer les conditions à même de favoriser une participation active et multiforme de toutes les forces vives du Togo. Le parti politique Le Nouvel Engagement Togolais Net a organisé cet après-midi une conférence de presse à Lomé, rencontre au cours de laquelle les premiers responsables de cette formation ont porté à la connaissance des médias leurs propositions par rapport à la révision constitutionnelle et à l'amélioration du cadre électoral. Les précisions avec Tchassenam Baga. Par cette sortie médiatique, le net Nouvel Engagement Togolais tient à informer l'opinion nationale et internationale de sa volonté à contribuer à la résolution pacifique de la crise politique qui prévaut dans le pays. À cet effet, le parti de Djeritama a fait des propositions aux protagonistes du dialogue politique en cours. Nous avons une proposition qui concerne une révision constitutionnelle majeure. Aujourd'hui, nous pensons qu'il est temps d'aller à une hypothèse numéro 1, une nouvelle constitution, ou alors à de nouvelles dispositions, en mettant principalement un régime de type présidentiel. Nous considérons aussi que la limitation du nombre de mandats doit être sacralisée. Et autre élément aussi qui est très important, c'est la constitution de la Cour constitutionnelle, la composition de la Cour constitutionnelle. Nous avons ajouté la possibilité que le chef de file de l'opposition puisse proposer des membres
à la Cour constitutionnelle. Et pour finir, nous avons permis aujourd'hui à des associations, à des associations de défense des droits de l'homme de saisir la Cour constitutionnelle sur des projets concernant les libertés fondamentales. Sur la révision du cadre électoral, nous avons des propositions fortes. La première, c'est qu'il faut améliorer le fichier électoral. Il faut faire en sorte que la CENI soit composée et renforcée. Il faut faire en sorte que le code électoral soit renforcé et faire en sorte surtout que l'ensemble des acteurs soient de bonne foi. Tout en déplorant d'être mis à l'écart, le NET a exprimé sa satisfaction par rapport à la tenue de ce dialogue. Il lance un appel aux parties prenantes aux négociations, à la modération et à privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Nous souhaitons que l'ensemble des partis mettent un peu d'eau dans leur vin, ne se fichent pas sur des positions inconditionnelles et fassent en sorte qu'à l'issue de ce dialogue, on ne regarde pas derrière nous en disant un dialogue de plus, mais qu'on dise enfin le dernier dialogue, qu'on fasse en sorte que chacun puisse penser à l'intérêt supérieur de la nation et trouver des consensus et des compromis comme on a pu le trouver le premier jour. Nous avons grand espoir. Le NET a envoyé ses différentes propositions à la coalition des 14 partis politiques de l'opposition, au gouvernement et aux facilitateurs. Dans le reste de l'actualité, hors du Togo, l'armée française a enregistré de nouvelles victimes cette semaine. 2 militaires ont été tués, un autre blessé suite à l'explosion d'une mine artisanale au passage de leur véhicule dans le nord-est du Mali, une zone frontalière du Niger réputée servir de refuge au groupe djihadiste que la force conjointe du G5 Sahel s'est donnée pour mission de chasser. Dans cette zone, les Français de l'opération Barkhane mènent depuis au moins une semaine déjà des opérations de contrôle plutôt fructueuses. Et face à la force Barkhane et la force conjointe du G5 Sahel, les terroristes qui évitent des affrontements directs utilisent surtout la stratégie de l'attaque à l'engin explosif improvisé. Et aux États-Unis, la dernière tuerie au lycée de Parkland en Floride, la 18e fusillade dans les écoles depuis le début de cette année, a fait 17 morts. Et cette fusillade fait ressurgir l'éternel débat relatif à la vente et au port d'armes à feu dans le pays de l'oncle Sam. En toile de fond, la toute puissante NRA qui a pour but de promouvoir les armes à feu aux États-Unis, entre autres. Et hier mercredi, le président Donald Trump a reçu chez les personnes directement concernées par ces drames dans les établissements scolaires, les écoutant leurs témoignages durant 1 heure. Retour en page nationale sur ce plateau et nous ouvrons la page des sports de ce jeudi avec notre ami Claude Dama. Claude, bonsoir. Bonsoir. Et Claude de l'AS Togo Port s'est qualifié hier pour la suite de la Ligue africaine des champions et va jouer Al Hilal du Soudan le 10 mars prochain. Oui, Anita, ce succès a été possible grâce à sa victoire 2-1 sur la selle Léopard de Dolisie, rétablissant ainsi la parité sur l'ensemble des 2 matchs. Et c'est à l'issue de l'épreuve des nerfs que l'AS Togo Port s'est imposé 4-3. Résumé, Modeste Nakofli. Kouma. Ça part rapidement depuis le flanc gauche. Belle intervention. Défaite à l'aller, 2-1. L'AS Togo Port a mis la pression sur la selle Léopard de Dolisie. Dès l'entame de ce match retour, 40 secondes seulement ont suffi aux portuaires pour ouvrir le score. La défense des visiteurs se trouve et Seoanou Kodjo en profite pour ouvrir le score. Ah oui, c'est parti le premier but. Eh oui, ah oui, ah oui. Ce but matinal de l'Est Togo Port est conservé jusqu'à la pause. De retour des vestiaires, l'Est Togo Port voulant se sécuriser met le pied sur l'accélérateur. Aboubakar
Sangaré d'abord, ensuite Seonoueli par 2 fois, manque de réussite. Cette inefficacité des Togolais met en confiance les visiteurs. Frédéric Kouedi entre en jeu et pour son premier ballon égalise, crucifiant l'Astogopor et plongeant du coup tout le stade dans un silence de cimetière à la 68e minute. Mais c'est compté sans la détermination des porteurs qui se jettent dans la bataille. Et sur ce corner, Issifou Bourahana inscrit le but du 2-1 pour l'Astogopor. Avec ce résultat, il y a parité sur l'ensemble des 2 matchs et les 2 formations ont eu recours au tir au but. L'épreuve sourit à l'Astogopor, 4 tirs à 3. C'est une équipe qui dézone beaucoup, qui décroche beaucoup et qui ne possède pas de petites passes. Moi, j'ai fait que fermer les couloirs. J'ai fait que fermer les espaces. Pendant les 90 minutes, est-ce que vous avez... Ont-ils eu une occasion nette comme ça, comme nous l'avons eu? La qualification est obtenue et le plus dur reste à venir. On a eu à entendre parler de cette équipe, l'Al Hilal, donc c'est une très grande équipe. C'est maintenant nous allons nous mettre au travail. Notre objectif cette année, c'est de rentrer en poule. Et on doit beaucoup, encore plus, se mettre au travail. La Léopard accepte sportivement sa défaite et félicite son adversaire. Nous étions venus ici avec une volonté manifeste de faire un résultat positif. Ben, comme je vous l'ai dit, ça fait partie du football. Bon, ça se termine au tir fatidique de penalty, chose qui n'est pas gagnée d'avance et que je crois que l'équipe togolaise a mérité parce qu'ils étaient plus adroits que nous. Et c'est tout à fait normal que le Togo, l'Asport Togo, pardon, puisse accéder au 2e tour. Avec la qualité de l'équipe qu'on avait en face, et sur un coup de pied arrêté, ils ont marqué ce but qui nous a fait vraiment mal. Pour le compte des 16e de finale, l'Astogopor affrontera Al Hilal du Soudan le 10 mars prochain à Lomé en match aller. Et Claude, après Lomé, cap sur l'Europe pour les derniers matchs de la phase allée des 8e de finale de la Champions League ont été disputés hier. En Italie, le FC Séville a été contraint au nul 0-0 par Manchester United. Donetsk, par contre, a brûlé la politesse à l'AS Roma. 2-1. Ces débuts parades dont 2 de grande classe avant la pause. Face d'abord à Nzonzi. Puis contre Muriel. The team defended well, and when we made the mistakes, David was obviously there, and that's the reason why he is what he is. 25 frappes pour Séville, 6 pour United, manque de tranchant andalou contre froideur mancunienne pour un nul sans but et presque sans savoir. Il y a de la déception parce que je pense qu'on se crée nos occasions, on est bien en place, on a été solide, on a aussi on a la possession du ballon, mais le bon match nul contre une équipe comme ça, c'est pas mal non plus, mais à domicile on aurait quand même espéré faire un petit peu mieux, mais bon, on est content du résultat. Frustrant pour les Sévillans, mais au retour Manchester devra plus se livrer et peut-être que cette fois derrière
sera moins inspiré. Oui, Anita, avant de nous séparer, rappelons que le concours Graines du Togo 2018 se poursuit le samedi 24 février avec les phases régionales dans le Golfe et la région maritime. Les sites retenus sont le stade municipal de Lomé pour Lomé Golfe et le stade 2 février de Hanté pour la région maritime. Les tests commencent à 7h30. Seuls les footballeurs et footballeuses retenus pendant la phase préfectorale participent à cette étape. Samedi, les férus du football anglais retrouveront Alfred Kolani et ses invités dans Direct Foot. Au menu, Liverpool contre West Ham. Merci Claude et on se retrouve jeudi prochain pour d'autres informations sportives. Mon homme ne tient qu'une minute. C'est le thème de l'émission Jeudi Femmes de ce soir. Vous avez quelques pannes sexuelles. Eh bien, suivez cette émission à partir donc de 21h en direct sur la télévision togolaise avec Lise Djamien et ses invités. Une émission à suivre en couple et non en famille. Voilà donc le plateau de Jeudi Femmes de ce soir. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.